Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale sur les actualités 2017 présentée lors du congrès annuel de l'American Heart Association. Une émission préparée par la rédaction de Fréquence Médicale. Donc nous allons aujourd'hui nous intéresser aux principales avancées lors de ce congrès. Nous parlerons de protection rénale lors de la coronographie, de transfusion lors de la chirurgie cardiaque, des AOD, de stent dans l'angor stable et bien sûr du traitement anti-agrégant après stent avec un concept intéressant qui est en vogue en ce moment et qui est très discuté, le concept de la décroissance. Donc pour aborder tous ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Fréquence Médicale le professeur Gilles Montalesco. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cardiologue interventionnel, chef de service au CHU Pitié-Salpêtrière et auteur, à Paris, auteur de nombreux travaux sur le sujet. Et notre deuxième invité est le professeur Guillaume qui est là. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également cardiologue interventionnel, mais à l'hôpital universitaire Carremo, au CHU de Nîmes. Et vous aussi très impliqué dans le traitement de la maladie coronaire. Alors, premier thème de l'émission, comme évoqué, on va parler de la protection rénale au cours de la coronarographie. Donc c'est une préoccupation que partagent les cardiologues, bien sûr, avec les radiologues. Vous utilisez différents protocoles de protection de la fonction rénale lors de ces injections d'iode qui ne sont pas négligeables dans certains cas. Et donc, ça fait appel, si mes souvenirs sont beaux, aux perfusions de bicarbonate ou de N-acétylcystéine. C'est quoi les preuves qui ont présidé au choix de ces deux types de protocoles? Et est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Qu'est-ce qu'on avait là-dessus? Qu'est-ce qui veut commencer? Je peux commencer. Alors, donc il y a une large étude qui s'appelle l'étude Préserve qui a été présentée effectivement à l'achat. Et cette étude avait pour but de tester des différents produits, des produits qui ont été testés par le passé sur des études de relative petite taille, mais qui avaient trouvé un bénéfice, notamment pour le N-acétylcystéine. On a quelques études et des méta-analyses qui montraient qu'il y avait peut-être un bénéfice sur le. Et pourquoi on a fait l'étude? Ça veut dire qu'il y avait un doute? Il y avait un doute parce que les études étaient de petite taille et c'était uniquement les méta-analyses qui avaient des effets forts. Donc il y avait toujours un doute sur l'efficacité. L'hypothèse était un traitement antioxydant qui permettrait d'améliorer la protection rénale. Donc le N-acétylcystéine continue à être utilisé dans certains services sans qu'on ait de preuves irréfutables de son efficacité. La plus grosse étude, c'est en 2003 dans le JAMA, mais on n'a pas eu depuis d'études majeures sur le sujet. Pour les bicarbonates, l'alcalinisation aussi est une stratégie qui, intuitivement, peut-être permettrait d'améliorer la fonction rénale après injection de produits contrastés iodés. Et donc, c'était dit de cette étude de tester plusieurs hypothèses. Donc, il y avait une perfusion soit de sérum salé, soit de bicarbonate, une deuxième randomisation, placebo et N-acétylcystéine. Et c'est des protocoles et des dosages qui sont proches de ceux que vous utilisez? Qui sont proches de ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est un protocole qui est transposable. Voilà. Ouais. C'est une belle étude. Elle est publiée dans le New England. C'est une garantie, c'est pas une garantie. Vous l'analysez comment? Elle est bien? C'est une belle étude, elle est surtout très large, sur la population très large, il y a plus de 5000 malades. Elle a été interrompue prématurément parce qu'il n'y avait pas de bénéfices escomptés et elle permet de répondre clairement à la question. Donc il n'y a aucun bénéfice des différentes stratégies testées, c'est-à-dire que le bicarbonate ne fait pas mieux que le sérum salé et le N-acétylcystéine ne fait pas mieux que le placebo. Donc ça répond quand même clairement. Ça c'est sur le critère primaire qui était un critère composite. C'était un critère composite. Alors les critères composites c'est toujours le problème. C'est des critères assez durs. Il y a les décès, il y avait décès, une dialyse et l'élévation de la créatinine de plus de 50% à 90 jours. Donc et vous, ce qui vous intéresse, c'est la protection de la fonction rénale. Et sur ce critère-là seulement, ça ne sort pas non plus? Ça ne sort pas non plus. On a l'impression d'échouer à répétition sur le sujet et Dieu sait pourtant que c'est important. C'est pas que ça représente beaucoup de patients qui se compliquent en salle de coronographie sur le rein, mais quand ça se complique, c'est vraiment ennuyeux et ça ajoute beaucoup à la morbidité de l'examen. Mais on échoue sur N-acétylcystéine, on échoue sur l'alcalinisation et on échoue même sur hydratation puisqu'il y avait un papier du Lancet qui a montré qu'il n'y avait pas de différence. Alors on est un peu démunis, moyennant quoi toutes ces études sont essentiellement des études de radiologie avec des petits volumes de contraste, même si là il y avait pas mal de... Ils avaient testé deux dosages, c'est ça? Moins de 125 et plus de 125? Ils ont regardé les deux, mais c'était 80 en moyenne. Oui, 85 en moyenne. Pour nous, c'est des petits volumes de contraste par rapport à une coronographie plus dilatation où on va beaucoup plus haut. Ça ne représente peut-être pas les risques qu'on prend parfois avec certains patients sur l'administration de contraste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va continuer d'hydrater les patients, puis probablement que pour le reste, on va regarder passer les trains parce qu'il n'y a pas grand-chose de neuf à suggérer à nos collègues. Mais ça veut dire que là, vous avez déjà modifié les protocoles? C'est-à-dire que vous avez supprimé le... Pas encore? Nous, on ne faisait pas N-acétylcystéine, on ne faisait pas bicarbonate et ça ne nous pousse pas à le faire.
La seule question qui reste, je trouve, moi, c'est faut-il continuer à perfuser les malades avant un examen de produit de contraste iodé, puisque Amassing, l'étude du Lancet de 2017, il y avait 600 patients, mais montrait qu'il n'y avait pas de bénéfice. Alors c'était des malades pas très haut risque, mais il n'y avait pas de bénéfice à perfuser les malades. Donc on aurait presque aimé avoir un bras supplémentaire dans cette étude-là, avec des malades à haut risque, où il n'y avait aucune perfusion de sérum pour savoir finalement s'il y a réellement un bénéfice, même si c'est intuitif. Peut-être le bénéfice n'est pas si net que ça. Et là, les taux d'événements d'insuffisance rénale aiguë conduisant, donc, si j'ai bien compris, à la dialyse, ne serait-ce que temporaire, c'était quoi? C'était une centaine de patients sur... La dialyse, il y avait très peu de patients. C'était moins de 3% qui allaient à la dialyse. C'était, je crois, 1,1% à la dialyse. Et le taux d'événement était bas. Et l'hydratation qui doit se faire au sérum salé, on espère qu'elle marche, parce qu'elle n'est pas non plus sans risque, et que les patients les plus à risque... C'est ma deuxième question. Les patients les plus à risque sont souvent ceux qui ont la grosse dysfonction ventriculaire gauche. Et on sait que de temps en temps, ça plus le contraste égale œdème pulmonaire sur la table ou juste après. Donc on aimerait bien aussi avoir des données plus solides sur l'hydratation, même si on ne va pas s'arrêter de le faire. Mais vous n'allez pas refaire une autre étude de 5000 patients, alors qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on n'a pas prévu de faire, Guillaume, mais on regardera s'il y a des plus courageux que nous. Très bien, donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Une autre grosse étude, donc elle aussi plus de 5000 patients, pour répondre à la question des objectifs et des bénéfices de la transfusion au cours de la chirurgie cardiaque. Alors c'est quoi les enjeux de l'anémie au cours de la chirurgie cardiaque, même si je me doute un petit peu de ce à quoi ça correspond? Historiquement, on a toujours voulu donner au moins un peu de confort et assurer un certain niveau de taux d'hémoglobine dans les différentes situations de la médecine, pas seulement la chirurgie, dans les réanimations par exemple. Et il y a eu un certain nombre d'études qui ont testé exactement la même hypothèse. Je transfuse rapidement ou je me retiens et j'essaye de passer le cap sans transfusion parce que la transfusion a des effets délétères. Toutes ces études ont plutôt suggéré qu'il fallait se retenir. Alors là, on a passé un petit cap, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une chirurgie qui est quand même une chirurgie particulière, qui est la chirurgie des patients coronariens. Et on sait que l'anémie est un facteur d'ischémie myocardique. Donc c'est une vraie question. Et les seuils qui ont été retenus pour transfuser les patients sont des seuils à peu près acceptables. 7,5 g quand vous êtes au cours d'une chirurgie cardiaque ou après une chirurgie cardiaque. C'est un seuil où, en effet, on se pose vraiment la question de la transfusion. Si on est un peu plus libéral, on est autour de 9,5 g. Ces seuils sont acceptables. L'étude est faite, on voit qu'au bout du bout, entre les deux groupes, il y a 1 gramme de différence d'hémoglobine. C'est pas énorme. Et puis que ça n'a pas d'impact sur le pronostic des patients. Et que donc, en effet, il faut peut-être se retenir. Et ça confirme un peu ce qu'on a vu ailleurs dans d'autres domaines. Alors moi, je m'empresse de dire, attention, la chirurgie cardiaque du coronarien, c'est pas le coronarien tout venant, c'est pas du tout la même chose. Le patient, il a été opéré, ponté, il n'est pas censé avoir de l'ischémie myocardique et l'hémostase a été faite. On n'est pas dans l'histoire d'un syndrome coronaire aigu qui est en soins intensifs et qui saigne de son estomac. Où là, on a une cause d'hémorragie, d'anémie aiguë qui est peut-être difficile à contrôler chez un patient qui a en plus l'ischémie qui est en cours de révélation et qui n'est pas forcément déjà stabilisé par la revascularisation. Donc la prochaine étape, c'est vraiment les syndromes coronaires aigus. Et il y a des études en cours, une au Canada, une en France. On verra sur cette situation-là qui est, à mon avis, totalement différente. Guillaume ? Non, mais je crois que cette étude, elle est importante parce qu'elle confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il faut probablement lever le pied sur les transfusions dans les services de cardiologie en général. Je crois que ça se transpose un petit peu. On a encore la question de l'infarctus aigu où on n'a pas la réponse avec les 2 études en cours. Mais pour les autres, je crois qu'en cardio, en quelques années, on a appris à être beaucoup plus économe sur la transfusion. Et après, on a eu moins de nécessité de transfusion aussi parce qu'on a fait beaucoup de voies radiales. Alors, ça a diminué aussi les indications de transfusion, mais le nombre de kilos transfusés chaque année dans les services est en diminution. Et c'est probablement une bonne chose. Ça, les économes de l'hôpital vont vous aimer, oui. Mais comment est-ce qu'on explique, parce que ça paraît quand même très logique, chez un coronarien qui a un débit déjà pas terrible, même si on va l'améliorer avec la chirurgie, de lui apporter un minimum d'hémoglobine. Qu'est-ce qui explique que transfuser des culots, ça n'améliore pas la situation? C'est parce qu'il y a quelque chose dans les culots, des produits qui sont activateurs de l'endothélium ou de la plaque, je ne sais pas.
Est-ce qu'on a des données là-dessus? Johan Sylvain va regarder ça, les effets est-ce qu'il y a un effet propre de la transfusion sur l'activation plaquettaire? Alors, c'était des études qui étaient in vivo, mais on avait montré qu'il y avait effectivement peut-être une petite tendance à augmenter l'agrégation plaquettaire après les transfusions. Il ne semble pas y avoir un effet fort de l'ancienneté des culots sur les études biologiques, mais après, on n'a pas toutes les explications sur les raisons exactes. Alors, il y a tous les risques de la transfusion qu'on connaît et qu'on gère à peu près correctement, mais qui sont inhérents à la transfusion, y compris le risque infectieux. Il y a le risque d'être pro-agrégant plaquettaire, c'est ce que Johan Sylvain avait montré. Et puis, derrière, il y a toute la rhéologie de la transfusion. Est-ce qu'on est mieux réellement à 9 ou 10 grammes qu'on ne l'est à 7 ou 8 grammes en termes de rhéologie? Ce n'est pas sûr, parce que les études qui ont été faites montrent qu'en termes de rhéologie, on est mieux avec une hématocrite basse qui correspondrait globalement à 7-8 grammes d'hémoglobine qu'à 10 grammes. Donc il y a des tas d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui suggèrent que si l'anémie n'est pas associée à des symptômes ou à une aggravation du syndrome en cours, peut-être qu'il faut se retenir de transfuser. Parce que donc ça diminue la viscosité du sang et parallèlement, comme ils sont en chirurgie, on leur donne beaucoup d'oxygène, donc on ne limite pas trop l'oxygénation, c'est ça? Oui, si la rhéologie se détériore, bien évidemment, ce n'est pas bon pour les coronaires, ce n'est pas bon pour les pontages. Voilà, et si on a déjà une situation un peu ischémiante, ça ne va pas aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces conclusions, de cette étude? Est-ce qu'on peut faire des extrapolations pour les malades qui sont opérés, mais en chirurgie non cardiaque, ou est-ce qu'il... Il y a déjà des études sur la chirurgie de hanche, où il y avait le même résultat. Donc, probablement qu'on peut extrapoler ça sur beaucoup de pathologies en médecine et en chirurgie. Et probablement, dans les années à venir, on va avoir une diminution des transfusions dans les services, en chirurgie cardiaque, en chirurgie orthopédique déjà, et peut-être même aussi, on a vu en gastro-entérologie sur les hémorragies gastro-intestinales, et peut-être aussi sur d'autres pathologies. Et ce cut-off qu'on a eu à moins de 10 grammes, il faut transfuser systématiquement un patient. C'était un petit peu les idées qu'il y avait il y a quelques années à peine. C'est probablement la fin de ce dogme. Et 7,5 grammes, c'est quand même très bas. C'est bas, mais on est dans la chirurgie réglée. On n'est pas dans la traumatologie aiguë où les transfusions ont toute leur place. Parfait. Autre chose là, sur cette étude, je pense qu'on a fait le tour aussi. Alors, autre sujet, c'est l'implantation d'un stimulateur sous anticoagulant. Donc, ça pose effectivement, j'imagine, des problèmes d'hémorragie autour, dans la petite poche du stimulateur et des complications qui peuvent y être liées. Donc là, il y a eu une belle étude. Guillaume, vous avez souhaité nous en parler? Bruce Control 2, Bruce Control 2, je trouve que c'est une étude intéressante parce que finalement, l'implantation d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur, c'est un modèle expérimental qui nous permet de tester en cardio souvent les gestes invasifs. Et finalement, cette étude canadienne, Bruce Control 2, elle fait suite à une première étude qui avait quand même été une étude importante. Elle avait montré que finalement, il fallait poursuivre le traitement anticoagulant, que c'était des AVK à l'époque, versus arrêter, faire un bridge avec de l'héparine et reprendre. Et on avait un taux très élevé de complications hémorragiques. C'est toujours très compliqué en plus de faire ça. De faire les relais. Donc cette première étude avait été une étude vraiment importante pour nous parce qu'elle avait montré que les relais, ce n'était pas une bonne chose et c'était bien fait. Et suite à cette étude-là, toutes les implantations ont été faites sans arrêt des AVK. Donc ça, c'était la première étude, Bruce Control 1. Et là, c'est donc la deuxième étude. Cette fois-ci, la thématique, c'est les AOD, les nouveaux anticoagulants eurodirects. Et dans cette étude, il y a eu deux stratégies. Une stratégie où on poursuit l'AOD, y compris le jour de l'implantation du stimulateur cardiaque. Et une stratégie où on arrête globalement 48 heures avant, entre 24 et 48 heures avant, avec une reprise dans les 24 heures après. Donc cette étude était une étude théoriquement de supériorité, ce n'était pas une étude de non-infériorité, et cette étude a montré qu'il n'y avait pas de différence entre le critère principal du jugement qui était ce qu'on appelle les hématomes cliniquement significatifs. Il y avait 2,1% dans le bras arrêt, 2,1% dans le bras poursuite. Donc si bien que c'est une étude qui n'a pas montré la supériorité d'une stratégie sur l'autre. Voilà, donc c'est une étude, on ne sait pas si c'est non inférieur parce que l'étude n'est pas faite pour ça, mais l'enseignement est intéressant, je trouve. Ça permet de dire qu'il est possible, dans des cas particuliers, de proposer une implantation, y compris si le patient a eu son traitement le matin. Je pense bien sûr par exemple au bloc AV complet. Un patient qui rentre en bloc AV complet, il n'est pas nécessaire de décaler la mise en place de la pile du stimulateur cardiaque pour attendre qu'il ait éliminé son AOD. Donc c'est une étude, je pense, qui va être importante pour les pratiques et qui va, à mon avis, se décliner aussi dans d'autres
dans d'autres pathologies. Et il y avait plusieurs AOD qui avaient été testés. Ils étaient tous testés globalement. Ils étaient tous équivalents. Ils étaient tous testés. Alors ça manquait un peu de puissance pour savoir, mais globalement tous les dosages et toutes les AOD étaient testés dans cette étude, puisque c'était une étude ouverte où ce n'était pas spécifique sur un AOD. Donc on n'a pas de signaux particuliers sur un type d'AOD par rapport à un autre. C'est globalement le même type de message. Et qu'est-ce qu'il faisait s'il y avait des poches de sang qui apparaissaient autour du dispositif? C'était des traitements hémostatiques locaux? Alors, les hémostatiques locaux, c'est surtout pendant l'implantation, quand il y a saignement. Et il y avait donc un peu plus de pansement compressif dans le groupe qui avait maintenu son traitement. Et voilà, globalement, on poursuit l'hospitalisation souvent dans ces cas-là et on fait un pansement compressif. Et le plus souvent, il n'y a pas besoin de réintervention. Un commentaire? Oui, c'est bien de rappeler que les vieilles leçons sont parfois aussi modernes, c'est-à-dire que les relais d'anticoagulants, c'est compliqué, ça marche mal, on surdose souvent les patients et qu'on fait moins bien en voulant faire mieux. Que deuxièmement, ici, ça s'applique aux médicaments modernes, en l'occurrence les AOD. Est-ce qu'il faut toujours appliquer cette règle « j'amène les patients sous traitement efficace pour faire l'intervention » ? Sans doute pas, et qu'il faut sans doute faire des distinguos entre patients. Et ça l'est d'autant plus facile ici que c'est des molécules à demi-vie courte. Donc en 12 heures, on a la moitié du taux plasmatique initial. Si on veut gérer un peu ce niveau d'anticoagulation, on peut le faire assez facilement en fonction des patients, sans avoir à faire de relais, quoi. Alors, on n'a pas parlé encore des stents à l'achat. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes? J'avais l'impression, moi, que l'étude importante, elle était venue un petit peu avant, lors du congrès du TCT, avec l'étude Orbita, mais vous allez peut-être me dire ce que vous avez vu d'intéressant. J'imagine que ça a suscité, en tout cas, cette étude, des discussions acharnées lors de l'achat. Qu'est-ce qui veut intervenir sur les stents? Si vous voulez, je peux commencer. Donc Orbita, c'est effectivement une étude petite en taille d'étude, mais qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est une étude la première étude dans l'angioplastie coronaire qui a testé finalement l'hypothèse est-ce que réellement l'angioplastie coronaire de l'angor d'effort stable améliore les symptômes. C'est pas la première étude, mais c'est la première étude en double aveugle. Enfin voilà, en double aveugle. Avec une chaîne procédure. Voilà, avec une procédure. C'est la première étude avec cette procédure qui redonne de la puissance à l'étude. Voilà, qui est factice. Et on a vu dans l'hypertension artérielle sur la dénervation rénale qu'il y avait probablement un effet placebo important de la procédure interventionnelle. Et du coup, ça n'a jamais été fait dans une étude d'angioplastie. Donc c'est probablement un des enseignements, c'est qu'il est faisable de faire une étude avec un groupe interventionnel placebo. Donc ça, c'est le premier point. C'est une étude dont le dessin est un petit peu compliqué, mais globalement, c'est des patients monotronculaires qui ont une sténose significative d'une coronaire, qui ont un traitement pendant 6 semaines, traitement anti-angineux maximal. Et chez ces patients, on va randomiser effectivement angioplastie versus il n'y a pas d'angioplastie. Et le critère principal de jugement, c'était l'amélioration de la qualité de l'effort chez les patients qui étaient relativement peu symptomatiques, si on doit les mettre dans une catégorie. Cette étude, donc très bien faite, très bien menée, de petits échantillons mais très sérieuse, a montré que le critère principal a échoué, c'est-à-dire que l'angioplastie n'a pas permis d'améliorer significativement la capacité à l'effort, c'était le critère principal, par rapport au traitement classique qui consistait à poursuivre un traitement et réaliser simplement une FFR dans le groupe contrôle. Donc, il y a eu effectivement beaucoup de bruit sur cette étude. Les critères secondaires, qui sont des critères d'ischémie myocardique à l'écho, eux, sont plutôt favorables. Donc, l'étude n'est pas négative sur tous les critères, mais c'est vrai que cette étude a fait beaucoup parler dans l'angor d'effort. Et Guy? Oui, alors elle a fait beaucoup parler parce que clairement la procédure CHAM fait couler beaucoup d'encre. Il faut être en Angleterre pour avoir des patients qui acceptent de signer un consentement pour avoir une fausse angioplastie. Mais ça a le mérite d'avoir été fait. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, il y a sûrement une très forte sélection des patients pour entrer dans Orbita. Et que, à mon avis, les patients qui avaient les rétrécissements les plus inquiétants et les plus sévères ne sont pas dans Orbita. Et que donc on a accepté de faire ça chez des patients qui avaient sans doute des sténoses, disons, significatives, mais qui ne relevaient pas d'une angioplastie au vu de la coronographie par les investigateurs. Et puis après, le critère de jugement qu'a décrit Guillaume, c'est quand même un critère qui est peu sensible. Et on le sait tous les jours en faisant des tests d'effort qu'un même patient dans les mêmes conditions, il ne va pas produire le même effort
et que ce critère-là, il est sans doute pas très bon. Parce que si je ne m'abuse, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, même des très très grandes études. Je me trompe peut-être, c'est Everest ou un truc comme ça qui avait été fait, où on montrait effectivement qu'il n'y avait pas de bénéfice au repos, mais qu'il y avait un bénéfice à l'effort, en tout cas. Oui. Mais la capacité d'effort, c'est une chose, le seuil ischémique, c'est autre chose. Et là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'on ait les bons éléments pour juger de l'efficacité ou de l'inefficacité d'un traitement. Puis ces patients ont été médicalement tous très bien traités pendant 6 semaines. C'est du très court terme. L'échantillon est tout petit. Voilà, moi je pense que c'est compliqué de tirer des conclusions de cette étude. On a l'impression que tout était fait pour avoir une étude négative. On a une étude négative, quoi. Et donc ça fait le buzz. Et donc les grandes revues aiment bien le buzz. Donc ça a été bien publié. Guillaume ? Non, je partage aussi l'avis sur le fait qu'il y a des limites. Donc de cette étude, il y a des limites, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup parler. Donc c'est une étude dont on aime discuter pour essayer de l'analyser au mieux, de trouver les limites méthodologiques de l'étude et certaines forces de cette étude. Mais c'est une étude intéressante et les investigateurs ont fait quelque chose qui est quand même bien, alors peut-être suggéré par les éditeurs et les reviewers, mais les images de tous les films des 200 patients sont disponibles online, des images arrêtées, mais on voit que c'était quand même des lésions. Des lésions significatives quand même. Et donc ça veut dire qu'en pratique, pour vous et vos collègues, qu'est-ce que ça va remettre en cause et chez qui allez-vous continuer à implanter des stents Ça ne va probablement pas changer les choses dans l'immédiat. C'est une étude sur 200 patients. On attend ischémia, une large étude américaine sur l'ischémie pour aller plus loin, mais ça ne va probablement pour l'instant pas changer la pratique dans l'immédiat. Oui, encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on arrête un effort comme c'était le cas dans Orbita ? Soit on a une douleur, soit on a une ischémie qui est tellement importante qu'elle va impacter la fonction ventriculaire gauche et donc limiter l'effort. Et on peut avoir l'un sans l'autre, bien évidemment. La vraie question, c'est celle que souligne Guillaume, c'est le concept d'ischémie myocardique sur lequel tous les raisonnements se reposent depuis des décennies. C'est testé dans l'ischémia. On verra si, en effet, le concept d'ischémie myocardique pour déclencher, en particulier des actes invasifs, est toujours valide au jour d'aujourd'hui. Après, Orbita, c'est quelque chose d'amusant qui peut-être nous dire, chez un patient parfaitement stable qui arrive, qui a une sténose coronaire, mais ça ne sera pas ces patients-là, à mon avis, ça sera des patients beaucoup plus complexes, éventuellement complexes à dilater. On peut sans doute se retenir un peu de mettre des stents et de ne pas prendre ce risque-là et de se contenter des médicaments. Mais le monotronculaire jeune qui a une sténose serrée, probablement qu'il va finir avec un stent. Et même si on voulait appliquer Orbita, il est probable qu'il se produirait ce qu'on a vu dans Courage. C'est-à-dire que ce n'est pas angioplastie contre traitement médical, c'est angioplastie contre je repousse le moment de l'angioplastie. Et avec un suivi un peu plus long d'Orbita, on les verrait revenir vers l'angioplastie quelques semaines ou mois plus tard. Il y avait eu beaucoup de crossover. Et oui, dans Courage, on a vu beaucoup de crossover. C'est Courage, je m'étais trompé tout à l'heure, merci. Ouais. Et donc, on n'a pas parlé des stents résorbables. Il y avait des trucs sur les stents résorbables à l'achat, parce qu'on arrive maintenant à 3 ans, donc c'était 3 ans. Théoriquement, ces stents, j'avais compris qu'ils devaient être résorbés au bout de 3 ans. Donc, on doit avoir les données sur les stents après résorption. Effectivement, on a eu quelques données sur les stents biorésorbables. On a eu des données à 3 ans d'Absorbe 3 et données à 4 ans d'Absorbe 2. Globalement, on retrouve un excès de thrombose de stent par rapport au stent actif, mais l'idée du suivi à très long terme, c'est-à-dire effectivement ce que vous dites, après donc théoriquement à 3 ans, la phase de résorption est terminée. La question est de savoir, c'est entre 3 ans et 6 ans, est-ce qu'il va y avoir des événements ou pas ? S'il n'y a aucun événement qui apparaît, il y aura quand même quelque chose d'intéressant, à savoir qu'une fois que la résorption est complète, s'il n'y a aucun événement, c'est un élément important de savoir si effectivement il n'y a aucun événement. Ce qui est sûr, c'est que dans les 3 premières années, on a objectivé plus d'événements sur la thrombose de stent et sur les critères aussi d'efficacité sur le TLF. Gilles ? Oui, alors c'est ennuyeux, mais voilà, les cardiologues interventionnels sont habitués à ces mauvaises nouvelles sur les premières générations de stents. Ça a été vrai avec les nus, ça a été vrai avec les actifs, c'est vrai avec les résorbables. On pourrait se dire les générations suivantes vont mieux marcher. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au-delà de ça, les stents ont été retirés du marché, sans doute à juste titre, mais que la compagnie Abbott a suspendu son programme de développement.
Et que donc, ça veut dire quand même que voilà, la compagnie qui a porté le concept met pour l'instant un point final à ce développement-là. C'est pas très rassurant. Même si il y a d'autres stunts en cours de développement ailleurs et qu'on va voir ce qui se passe. Mais il faut surveiller cela pour les années qui viennent. Alors, dernier sujet, mais pas le moindre, les anti-agrégants plaquettaires. Donc là, il y avait une très grosse étude, l'étude d'ACAB, c'est ça, qui a comparé donc 3 stratégies, aspirine versus ticagrelor aspirine versus ticagrelor seul sur 12 mois, ça après bypass. Une étude chinoise d'ailleurs, ouais. Grande étude chinoise. Enfin, bonne nouvelle que les Chinois investissent la recherche. C'est amusant, c'est une étude chinoise. La Chine est grande, mais ce n'est pas une grande étude chinoise. L'étude fait 150 patients par groupe, ce n'est pas énorme. Mais ça a été fait en Chine par des centres que je connais et qui travaillent plutôt bien, qui sont des gros centres interventionnels et chirurgicaux. Donc on doit accepter quand même cette étude avec une belle qualité méthodologique et qui pose la question de comment préserver la perméabilité de pontage SAFEN au mieux avec les traitements anti-agrégants qui sont à disposition. Et donc le bras vainqueur, c'est aspirine ticagrelor, qu'on connaît bien et qui n'est quand même pas utilisé au jour d'aujourd'hui dans cette situation-là, sauf syndrome coronaire aigu préalable. Et ça fait un petit peu mieux que les 2 autres bras qui sont de l'aspirine seule ou du ticagrelor seul. Le ticagrelor est un peu entre les deux. C'est significatif. Alors, quand on a dit ça, on essaye de rentrer dans les détails pour voir s'il y a d'autres choses qui vont dans le même sens. Les événements cliniques vont un peu dans le même sens, mais c'est loin d'être significatif. La deuxième chose, c'est qu'on est surpris quand même par 15% d'occlusion de pontage très rapidement après la chirurgie, ce qui est quand même des taux très élevés. Et puis, quand on regarde notre pratique, on se dit, mais mince, c'est plus tout à fait notre pratique, parce que, en tout cas, dans des centres comme celui de la Pitié, il n'y a plus de pontage SAFEN depuis bien longtemps. On fait que du tout artériel. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ce résultat? Il n'est sûrement pas applicable au pontage artériel. Donc, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que ça devrait nous convaincre de faire ce que nous, on ne fait pas malgré les recommandations? Les recommandations disent, après un syndrome coronaire aigu et pontage, traitement anti-agrégant double, comme dans les syndromes coronaires aigus, pour 1 an. Moi, je n'ai jamais été capable de convaincre mes chirurgiens de faire cela. Est-ce que ce type d'étude-là pourrait pousser à cela? Je ne suis pas certain que je vais arriver à les convaincre. Guillaume, dans le sud de la France, c'est pareil. Je partage un peu l'analyse. C'est une étude dont on a du mal à voir exactement les conséquences et ce que ça va amener sur le changement de pratique, qui est bien mené, qui est méthodologiquement bien faite. Et c'est vrai que les pontages veineux, on en fait quand même de moins en moins, donc on a du mal à... Ça ne va pas les relancer. À les relancer. Et après, elle reste de relative petite taille, cette étude, donc elle ne permet quand même pas de conclure sur les événements ischémiques lourds, en fait. C'est une étude, c'est la perméabilité de pontage par coronaroscanner, écho et angiographie, et on n'a pas d'impact sur quand même les événements cliniques durs. Donc bon, c'est une étude qui va pas changer les pratiques. Donc vous attendez les études sur 100 000 patients. D'accord. Alors, autre sujet très débattu et qui s'est accompagné d'une publication dont vous êtes co-auteur, Gilles, c'est les switches et la désescalade du traitement anti-agrégant. Donc, quelle est la problématique poursuivie par ces switches et par ces désescalades du traitement anti-agrégant? Alors, c'est une question intéressante parce qu'elle prend un peu à rebrousse-poil tous les développements des années passées où on a eu tendance à avoir des médicaments de plus en plus puissants et à les additionner en termes d'inhibition d'agrégation plaquettaire. Là, l'idée est simple, c'est de se dire peut-être qu'on a besoin de ces traitements combinés forts en phase aiguë, et puis plus on s'éloigne de la phase aiguë, plus on peut peut-être revenir vers des traitements moins puissants et moins combinés. Alors, ça a été testé en fait dans un certain nombre d'études déjà avant celles qu'on a vues récemment. Je rappelle toujours qu'au Japon, il y a quand même 2 études, dont une dans la CS, qui a été faite avec des doses de prasugrel qui sont le tiers des doses que nous, on utilise. Je veux bien que le japonais soit différent du français, mais de là à diviser les doses par 3 et avoir des résultats qui sont... En comparaison aussi bon que ce qu'on a avec les doses qu'on utilise nous, ça interpelle. Alors, il y a eu ces 2 études-là. Après, il y a eu d'autres études qui ont été lancées
et en particulier l'étude de Thomas Cuisset, qui est l'étude de Topic, qui a dit, écoutez, est-ce qu'à 1 mois, après ce traitement fort, on ne peut pas dégrader le traitement antiplaquettaire vers du clopidogrel? Et l'argument, c'est on fait aussi bien au plan ischémique et on fait moins saigner les patients. Pourquoi 1 mois? Alors moins parce que clopidogrel fait moins saigner que ticagrelor ou non, mais prasugrel. Pourquoi 1 mois? Pourquoi 1 mois? Parce que 1 mois était considéré comme la fin de la phase aiguë. C'est-à-dire que vous considérez que le risque il est surtout anti-agrégant pendant le premier mois et qu'après c'est plutôt un risque hémorragique? C'est très théorique puisque, par exemple, dans Tropical ACS, dont on va parler dans un instant, c'était plutôt 7 à 15 jours, la phase aiguë. C'est l'étude où vous aviez fait des tests plaquettaires Voilà, alors il y a eu deux études comme ça. Il y a eu Tropical ACS qui a dit 7 jours de traitement intense, et puis à 7 jours, on repasse au clopidogrel et aspirine comme Thomas Cuisset l'a fait à 1 mois. Et puis, au bout de ces 15 jours de période, on teste les fonctions plaquettaires avec le multiplate. Et s'il y a besoin de repartir sur un traitement plus fort parce que le patient est mal couvert avec le clopidogrel, on le fait, et sinon on continue avec le clopidogrel. Et c'est une étude de non-infériorité et qui est validée, c'est significatif pour la non-infériorité, mais ce n'est pas hyper attractif comme stratégie à mettre en place parce que c'est un peu compliqué. C'est compliqué de revoir les patients à 7 jours et de faire les tests. Oui, c'est compliqué. Et donc, puis la supériorité n'était pas là. Et puis, tout était neutre. Il y a 1% de plus de revascularisation urgente quand même avec la dégradation du traitement. Et il y a 1% de moins d'hémorragie. Donc, et à 1 mois, il y avait ça aussi ou c'était pareil? Et dans l'étude de Thomas Cuisset, on a une différence sur les hémorragies qui est quand même plus impressionnante que ce qu'on a dans Tropical ACS. Puis l'autre étude, c'est l'étude de Guillaume sur Antarctique, qui est aussi une étude finalement de désescalade. Guillaume? Oui, on avait effectivement, dans Antarctique, on avait prévu à la fois la possibilité d'augmenter la dose, c'était du prasugrel à 5 mg, en cas de mauvaise réponse biologique, ou de diminuer la dose, et de passer effectivement du prasugrel 5 au clopidogrel en cas de réponse exagérée biologique. Et c'était une population de sujets âgés. Et là aussi, on a échoué, on n'a pas montré que la stratégie à la carte, adaptée à chaque patient, était supérieure à une stratégie de traitement le même pour tous. Donc c'est une étude qui là aussi on avait imaginé le concept de diminuer, le bénéfice de diminuer la dose de médicaments. Et donc là, il y a des recommandations, des guidelines internationales qui ont été publiées, donc vous êtes co-auteur. Donc là, c'est plutôt un mode d'emploi. C'est comment on fait le switch, c'est ça? Alors, les recommandations se mouillent pas trop sur la désescalade, on va dire, ou sur la décroissance des traitements. Elles se mouillent beaucoup plus sur les durées de traitement. Et donc, bien évidemment, l'idée maintenant, c'est d'individualiser la durée du traitement en fonction du risque hémorragique, numéro 1, puis du risque ischémique, plutôt en numéro 2. Donc, il faut vraiment évaluer le risque hémorragique des patients. Et ça peut aller de « je réduis à 1 mois pour couvrir, par exemple, la période aiguë post-stenting » à « je vais continuer 3 ans » parce qu'on a des études qui, jusqu'à 3 ans, montrent un bénéfice ischémique de la prolongation du traitement antiplaquettaire double, à condition que le patient soit à faible risque hémorragique. Donc, on voit qu'on a élargi le panel, et puis le dogme d'1 an de traitement sur les syndromes coronaires aigus est tombé, puisque dans un certain nombre de situations, il est accepté que ce soit 6 mois seulement. Donc on est dans l'individualisation de la durée de traitement antiplaquettaire double. En ce qui concerne la décroissance, il faudra plus de données que ce qu'on a là, malgré les 6 études qu'on a mentionnées rapidement. Il faudra d'autres données pour venir à l'appui de cela. Il y en a qui sont en cours, en particulier avec le ticagrelor. Global Leaders qui teste une monothérapie par ticagrelor dès 1 mois après l'hospitalisation du patient, dont un certain nombre sont des syndromes coronaires aigus. L'étude Twilight, qui est aussi avec le ticagrelor chez des patients stabilisés. Et puis on essaie de monter une autre étude, nous, de notre côté. Mais voilà, toutes ces études devront arriver pour dire, en effet, le temps est venu pour décroître le niveau d'anti-agrégation plaquettaire après la phase aiguë, si les données s'accumulent dans le même sens. Guillaume? Oui, je crois qu'on a été je crois que les études sur les anticoagulants nous ont beaucoup aidés en fait. On a eu la première étude qui c'était VUST, qui est une étude qui est maintenant ancienne, mais qui avait montré que finalement il y avait probablement un intérêt qui pouvait être très fort de réduire les combinaisons d'antithrombotiques. Et c'est probablement cette étude qui, la première, a vraiment frappé les cardiologues interventionnels en montrant qu'avec une stratégie de réduction des hémorragies, on pouvait même avoir un effet très net sur les ischémies. Qui sortait au bout du compte. Qui sortait même sur les critères de mortalité. Alors c'était une étude de preuve de concept. L'étude Topic est elle aussi une étude de preuve de concept, mais on voit qu'effectivement, on est vraiment là dans l'individualisation. D'un côté, des études qui montrent qu'il faut vraiment aller très loin dans la durée chez les malades à très haut risque, et de l'autre
l'autre côté, on réduit chez les malades à haut risque ischémique. Donc on individualise vraiment le risque ischémique et hémorragique et je pense que c'est une bonne chose, bien sûr. Oui, parce que c'était une des grosses discussions de l'année dernière, si je ne me trompe, à l'AHA, où il y avait des gens qui avaient testé des durées de traitement supérieures à 12 mois et où ils montraient des bénéfices pas inintéressants. Alors, ce n'est pas tous les malades, j'imagine, mais donc c'est dans ce concept de la maladie athérothrombotique générale, il y a des malades qui pourraient bénéficier d'un traitement plus prolongé à condition qu'il ne fasse pas trop saigner. Et donc, on voit qu'avec ces stratégies que vous êtes en train d'étudier, ça peut avoir un impact direct sur la durée de traitement de certains malades? Oui, le patient qui a fait un infarctus du myocarde, qui a faible risque hémorragique, tire sans doute un bénéfice de la prolongation de traitement antiplaquettaire double. Le cas typique, c'est le patient de 50 ans qui fait l'infarctus antérieur et qui n'a aucun surrisque hémorragique. Je pense que, voilà, une fois qu'il a été stenté, parfois sur des troncs proximaux, on a suffisamment de données pour dire on va prolonger le traitement chez lui, ce d'autant qu'on aura un an où il aura très bien supporté le traitement et on ne voit pas pourquoi on prendra un risque d'arrêter un de ces deux antiplaquettaires, sachant que, dans toutes ces études, quand on arrête un des deux antiplaquettaires, en général le PDY12, on a tout de suite un rebond et on paye le prix avec des thromboses de stent en particulier. Donc, c'est des traitements qui sont intéressants sur la maladie athérothrombotique générale. Oui, absolument. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur, tous les deux, sur cet AHA dont on n'aurait pas parlé rapidement? Non. On a bien balayé quand même. Hein. Oui, on a bien balayé. Il y a eu des communications originales, on va dire, en particulier sur la L-peptida, par exemple, qui serait, et le papier a été publié d'ailleurs simultanément dans le JAMA, où on a l'impression que la L-peptida est devenue un facteur de risque de sténose aortique. Et donc, on connaît la L-peptida comme facteur de risque des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, et maintenant de la sténose aortique. Alors, on se dirait comme ça, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça vient quand même d'une très grosse base de données californienne. Et ben, l'idée, quand même, c'est qu'il y a des traitements qui se profilent pour abaisser les taux de L-peptida. Et donc, on se dit que si ces traitements vraiment montrent leur efficacité, on aurait peut-être le premier traitement médical de la sténose aortique qui n'existe pas. Et par là même, peut-être même des traitements de prévention de l'AVC et de l'infarctus du myocarde. Donc, c'était amusant de voir ça. Une nouvelle frontière. Eh bien, Guillaume, donc c'est la fin de l'émission. Peut-être votre conclusion, c'est quoi? Non, mais la conclusion, je crois que une des conclusions importantes, ça reste les stratégies qui sont en cardio qui deviennent beaucoup plus complexes qu'un traitement pour tous, et notamment dans les durées, dans les intensités. Donc ça, je crois que c'est une des conclusions importantes, et aussi le fait d'avoir pris en compte le risque hémorragique de manière quasiment aussi importante que le risque ischémique. Et vous, Gilles, c'est quoi votre conclusion générale? C'est qu'en médecine, c'est compliqué, qu'on a des fois des choses qu'on applique depuis très longtemps et qui, du jour au lendemain, parce qu'une étude bien faite arrive, démantèle et il faut se remettre en cause. Voilà, donc, par exemple, préserver la fonction rénale avec des tas de choses qu'on a tous fait, mais qu'on a parfois arrêté de faire, peut-être que c'est un bon exemple. On a toujours cette volonté d'être proactif pour protéger nos patients. Parfois, c'est l'ennemi du bien. Donc là, il faudra se retenir de la N-acétylcystéine, des bicarbonates, peut-être demain de l'hydratation. Voilà, on n'a pas trouvé la bonne solution pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë de ces patients. La vérité médicale est parfois loin de la logique médicale. Oui, il faut se méfier du bon sens. Ouais. Eh bien, cette émission sur les avancées de l'AHA est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté toutes les clarifications nécessaires sur ces nouvelles données. Merci beaucoup à nos invités. Merci au laboratoire Sanofi qui est notre partenaire institutionnel sur ce débat. Et on se retrouve très bientôt sur Fréquence Médicale. Bonne fête.